Bonjour à vous tous qui nous rejoignez sur Immedia, hym.media. Laurent Fent avec vous pour un nouvel espace thérapeute où j'ai le très grand plaisir aujourd'hui d'accueillir Paola Roy. Paola, bonjour à toi. Bonjour Laurent. Très heureux que tu sois présente dans ces studios. Tu nous viens de Perpignan. C'est ça. Super. Donc un coucou à Edith et à Jean-Marc Andrieux, avec lesquels on avait fait une émission qui notamment habite du côté de Perpignan. Donc le sud, le soleil. Tu es originaire d'Île-de-France. Enfin, oui, plutôt à 200 km. Tu as eu l'occasion d'habiter en tout cas en région parisienne. C'est ça, de l'âge de 17 à 21 ans. Donc Paola, tu viens ici pour nous proposer comme sujet principal l'hypnose notamment spirituelle. Sachant qu'on va avoir l'occasion d'aborder l'hypnose et tous les bienfaits de l'hypnose. Pour ce que tu proposes, j'invite tous ceux et celles d'entre vous qui vont suivre cette émission à aller, si vous le souhaitez, sur le site de Paola, ce qui vous donnera l'occasion de voir justement au fur et à mesure du déroulement de l'émission les différentes propositions, à savoir donc l'hypnose pour le tabac, la perte de poids, aussi l'hypnose régressive pour les vies antérieures, l'hypnose humaniste et tout ce qui a trait aux soins énergétiques, harmonisation des chakras, les cordes subtiles. L'occasion d'aborder tous ces différents sujets durant cette émission. On va avoir l'occasion de suivre ton actualité via ce site internet www.hypnose-spirituelle-perpignan.fr. Hypnose au singulier, le tiret, c'est le tiret de la touche 6 de votre clavier si vous n'avez pas de clavier numérique, spirituel 2LE, tiret à nouveau perpignan.fr, donc tout ça en minuscule bien évidemment. Paola, alors on va, comme j'allais dire à notre habitude durant cette première partie d'émission, l'occasion de voir un petit peu ton parcours pour que les internautes puissent comprendre qu'est-ce qui pousse quelqu'un à s'orienter vers l'aide à autrui, en l'occurrence. Alors ton parcours, comme tous les invités, est vraiment atypique et je pense que c'est valable pour tout à chacun. Le tout, c'est de voir comment les différentes épreuves de la vie en fait sont des occasions de nous découvrir, de voir les forces qui nous habitent et puis d'être, j'allais dire, beaucoup plus en communion avec ce qui nous traverse, si on peut dire ça comme ça. Donc, je le disais, tu as grandi, en tout cas une bonne partie, et tu as vécu notamment en Île-de-France, jusqu'à l'âge de 21 ans, après quoi tu décides d'aller dans le sud de la France, du côté de Perpignan. Donc ça fait maintenant quasi une bonne vingtaine d'années que tu es dans cette région de France. J'aimerais que tu puisses nous dire qu'est-ce qui a été important pour toi durant ton enfance, au regard de cette émission, qui peut-être pour toi a été des fondations de morale, de croyances, religieuse ou spirituelle. Qu'est-ce qui t'a attiré durant la petite enfance, l'adolescence? Alors, j'ai deux anecdotes principalement qu'on pourrait qualifier de mystiques. Donc la première, c'est le jour de mon baptême. Alors j'avais le choix de me faire baptiser, vu que quand j'étais petite, ma mère ne me l'avait pas fait. Et donc je vivais en famille d'accueil à cette époque-là, vu que j'ai fait des familles d'accueil dès l'âge de 2 ans et demi jusqu'à mes 17 ans. Et dans cette famille, les enfants faisaient leur catéchisme. Alors la maman est venue vers moi pour me demander si moi aussi je voulais faire mon catéchisme. Bon, je ne savais pas trop ce que c'était, donc je lui demande mais qu'est-ce que c'est? Et de là, elle me dit c'est pour apprendre à connaître Dieu. Bon, ok, très bien. Je vais bien faire mon catéchisme. Et au bout d'un moment, comme je voulais continuer jusqu'à ma communion, j'ai dû me faire baptiser. Donc j'ai choisi une marraine dans l'entourage. Et alors le jour de mon baptême, c'est assez spécial, parce que ça se passe un soir. Donc t'as quel âge? J'ai une dizaine d'années. D'accord. Et ce soir-là, c'est de l'orage, de la tempête, à outrance, de sorte que dans la voiture, pour aller jusqu'à l'église, on ne voit rien à ce qui se passe devant, tellement il pleut des trombes. Et quand on arrive dans l'église, il n'y a pas d'électricité du tout, donc c'est principalement éclairé par les cierges, avec une ambiance et une lumière tamisée. C'est assez spécial comme décor, et j'arrive à côté du prêtre, un prêtre qui était particulièrement bon. Donc de temps en temps, une fois par mois, on faisait des séances avec ce prêtre, et j'avais toujours bien aimé.
Et donc je me mets à côté de lui, je suis postée tout à ses côtés, et là il dit « Nous allons accueillir Paola dans le royaume de Dieu », tout simplement. Et au moment où il va tremper son index donc dans l'huile d'onction et le porter à mon front, à ce moment-là même, la lumière jaillit et réapparaît tout d'un coup. Alors, ce qui a créé un peu la surprise au milieu des quelques personnes, on peut dire qu'il n'y avait pas vraiment foule, parce que là, c'était mon baptême pour le baptême, et il n'y avait aucune fête de prévue. Donc, suite à ça, le prêtre a été fortement ému. J'ai vu une petite larme qui perlait du coin de l'œil, et il a dit « Ceci est un signe de Dieu ». Et pour moi, de mon côté, c'est vrai que j'ai reçu comme des vagues énergétiques à ce moment-là, avec une sensation étrange, comme un monde qui glissait, et comme quoi ce monde solide n'était pas si solide que ça, et le côté tangible, voilà, paraissait un peu flouté à cet instant-là. Je l'ai mis dans un petit coin de ma tête, j'ai un peu refoulé tout ça ensuite, parce que c'est pas quelque chose qu'on a forcément repris comme événement dans la famille. Et donc c'est parti un peu aux oubliettes pendant quelques années. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire, avant qu'il te soit proposé de faire du catéchisme, tu avais donc une dizaine d'années, comme tu viens de le dire, est-ce que tu avais entendu parler de Dieu est-ce que ça reposait sur quoi pensais-tu que ça reposait? Est-ce qu'il te semblait que c'était réel au point de dire tiens oui bah je vais approfondir, je vais faire du catéchisme? Est-ce que tu en avais entendu parler pas juste une fois comme ça, parce qu'il y a certaines personnes ou familles, on est dans un pays laïque, qui ne vont pas à la messe, qui sont laïques et qui sont de tradition effectivement catholique, mais sans pour autant pratiquer ni même en parler au sein de leur famille. Donc avant qu'il te soit fait cette proposition du catéchisme, qu'est-ce que représentait Dieu, si tu en avais entendu parler pour toi? D'accord, donc ça représentait, pour moi, j'avais pas de représentation à proprement parler, puisque la messe, je l'avais fréquentée que pour les messes de minuit à Noël. D'accord. Et sortie de là, j'en avais jamais entendu parler, puisque dans mes familles précédentes, bon, tout simplement, c'était pas parmi les sujets de discussion. Donc rien de spécial. Au niveau de mes croyances, non plus. C'est simplement que quand j'ai commencé à faire mon catéchisme, je trouvais qu'on s'amusait bien, on faisait des chants, on parlait de choses que j'avais jamais entendu parler, ça me plaisait beaucoup. D'accord. Alors tu nous en diras ce que tu veux, mais il est intéressant que tu étais dans des familles d'accueil et en même temps tu as parlé de ta mère. Donc comme quoi apparemment elle était présente. Donc en quoi le fait d'avoir été dans ces familles d'accueil avec une mère qui est là sans être là quelque part, estimes-tu que ça t'a marqué peut-être dans un côté, je sais pas, ça peut être rebelle. Ça me fait penser à un film que j'ai vu récemment qui est une comédie américaine où un couple de jeunes parents, entrepreneurs tous les deux, décident d'adopter 3 frères et sœurs, dont une qui est adolescente et puis les autres un peu plus petits. Et bon, tout ça pour dire que être placé dans des familles d'accueil, c'est pas forcément évident, notamment quand il y a la mère qui est présente, mais que cette dernière peut-être ne peut pas t'accueillir ou t'élever pleinement. Bon, après, ça dépend des services sociaux, etc. Enfin bref, en tout cas, à vivre en tant qu'enfant, ça peut être suffisamment marquant pour donner certaines orientations de vie à un être. Comment est-ce que tu penses que cet événement a été décisif, marquant pour toi? Eh ben, c'est vrai que le fait de ne pas avoir de parents comme la plupart des enfants, à mon âge, peut-être que ça a facilité mes différents questionnements de bonheur. Notamment, qu'est-ce qu'on fait sur la Terre? Pourquoi et où va-t-on après? Et ces questionnements-là, ils sont toujours plus ou moins présents en moi. Donc, je pense que ça a aussi facilité une communication avec mon être profond, peut-être plus jeune que ce qu'on pourrait faire habituellement. Quand je dis habituellement, c'est quand on est né dans une famille aisée avec un confort moral et matériel.
il n'y a pas franchement lieu de se poser ce genre de questions, Oui. puisque la vie est belle et puis on vit simplement les plaisirs terrestres de ce qu'on a à vivre. Donc je pense que ça m'a permis, en tout cas pour moi, à développer une espèce de spiritualité jeune. Quand je dis une espèce de spiritualité, c'est des questionnements et... Le fait de relativiser? Le fait surtout, tu vois, de famille en famille. Alors relativiser, c'est certain. Mais c'est d'apprendre en fait toutes ces facettes de l'humain. Parce que d'une famille à une autre, on n'est pas aimé pareil, on n'a pas les mêmes mœurs, on n'a pas les mêmes fonctionnements. Et en fait, ça a été une palette, mais vraiment très variée, de toute cette humanité qui s'offrait à moi. Donc dans ce sens, ça a été très riche. Comment pour la petite fille que tu étais, voire l'adolescente, pour toi l'humain, au sens large du terme, Ouais. ou le monde des humains, c'était quoi? Quel qualificatif tu mettais derrière ça? Moi, je recherchais beaucoup d'amour en fait. Donc j'ai eu pas de frères ni de sœurs à proprement parler. En revanche, beaucoup de demi-frères et de demi-sœurs. Et avec des liens chaque fois différents et donc des émotions, des sentiments qui font que j'ai l'impression, si tu veux, au sortir de toutes ces familles d'accueil, de bien connaître l'humain, ce que c'est. Et en fait, une passion qui sort de là, qui sort de tout ce cheminement de famille en famille, puisque j'ai appris vraiment dans beaucoup de familles d'accueil les fonctionnements et les façons d'aimer différentes. Qu'est-ce que souhaitait être la jeune Paola? Et quand je dis la jeune, j'entends adolescente. Est-ce que tu avais des idées de ce que tu souhaiterais faire plus tard? Qu'est-ce qui te motivait? Qu'est-ce qui te poussait à aller de l'avant? Alors Tes moi, rêves. au départ, ce qui me motivait, c'était peut-être le monde du spectacle, les artistes. Donc j'ai décroché ma scolarité en seconde et je me suis dirigée vers l'école de cirque chez Annie Fratellini dans le 19e. Ah ouais? Donc à l'époque, le chapiteau il était coincé sous le périph' dans le 19e à côté du parc de la Villette. Oui, oui, oui. Donc tous les matins, j'étais dans les trainings, tout ce qui est acrobatie, l'après-midi au jonglage, puisque c'était pour faire un CAP montage de chapiteau, mais comme j'avais été en seconde, j'avais pas besoin d'aller dans les cours. D'accord. Et l'après-midi, je perfectionnais le jonglage, la percussion et ainsi de suite. Donc en fait, le corps est mis à contribution. Et c'est vrai que d'un côté, je lâche le côté étude mentale et intellectuelle au bénéfice du corps, de ce qui se passe, le mouvement, l'espace, la voix, les apprentissages, la recherche perpétuelle. Puis ensuite dans un théâtre, puisque le cirque, je l'ai fait pendant 1 an, cette école. Vu que j'avais pas un niveau extraordinaire et que je m'y prenais un petit peu tard, j'avais pas envie de perdre mon temps non plus. Donc j'ai passé à une formation de théâtre. Et là encore, en fait, c'est l'expression corporelle qui prime, avec cette recherche dans l'espace, cette recherche de qui on est, en fin de compte, à travers des exercices. Et on animait des ateliers, on faisait beaucoup de choses. Donc ça, c'était à côté de Paris, à Émancé, proche de Rambouillet, dans les bois. Il y avait 2 théâtres, le théâtre blanc, le théâtre noir. Et alors des jeunes, avec un parcours assez difficile, se retrouvaient là-bas. C'était pas forcément très évident d'y entrer. Et moi, quand ça s'est fait, si tu veux, c'est qu'à l'époque, j'étais à Paris, je vivais dans un foyer de jeunes. Et au sous-sol se passaient des fêtes 1 fois ou 2 fois par mois, le vendredi soir, où des jeunes pouvaient apprendre la musique. Effectivement, il y avait des soirées aussi ouvertes au public. Et parmi une de ces soirées-là, il y a un jeune avec qui j'ai fait connaissance, qui s'appelle Freddy, et qui était saxophoniste à l'époque, et qui m'a parlé de ce théâtre. Moi, je cherchais un endroit juste après le cirque, ou du moins une orientation, puisque je ne savais pas du tout vers quoi j'allais. Et quand il m'a parlé du théâtre, c'est vrai qu'en termes de théâtre ambulant ou choses comme ça, je me serais bien vue dans ce genre de vie un peu nomade avec des artistes, etc. D'ailleurs, j'avais fait une fugue à l'âge de 16 ans où j'étais partie sur les routes. Avec nous, il y avait des amis jongleurs, mais de vrais jongleurs,
Donc à leur jeune âge, ils pouvaient maîtriser 7 massues, donc autant dire que c'était vraiment des pros. Et ensuite, avec nous, il y avait un moine zen, Édouard. Et on a parcouru comme ça des communautés, des conventions de jonglage en Ardèche, jusqu'en Angleterre où nous sommes allés dans un festival à Glastonbury. Et pour moi, là, c'est ce qui s'est passé en termes d'événements, de découverte de la vie, de la vraie vie, de la joie, des feux de joie avec les percussions, avec des soirées, des gens qui sourient, qui ont la banane jusqu'aux oreilles, avec une vie dans la nature ou beaucoup plus proche. Quelque chose de simple. Et j'avais jamais connu tout ça, effectivement, même si j'ai été relativement heureuse dans toutes mes familles d'accueil. Mais cet aspect-là de la vie, de la liberté, de la nature, du voyage, c'était un peu hippie, baba cool, mais ça m'a énormément plu, puisque ça m'a ouvert d'autres horizons, en fin de compte. Très intéressant. Alors, on pourrait se dire, à ce moment-là de ton histoire, quelque part c'était un peu tracé, un peu la vie de bohème, le milieu artistique, sollicitation du corps, effectivement, le théâtre, on voit la cohérence, et notamment à travers ton désir de liberté, de ton propre parcours enfance, adolescence, dire c'est certainement un endroit, entre guillemets, ce milieu-là, où tu pourrais t'épanouir pleinement. Donc, qu'est-ce qui se passe pour peut-être t'amener à changer de direction, puisque tu es là aujourd'hui avec nous. Et je dis ça, et j'aimerais pas amputer, quand tu disais que tu as eu 2 expériences mystiques, donc tu nous as parlé de la première, que tu n'oublies pas la deuxième, mais que tu puisses l'insérer dans l'historique au moment à propos, si je puis dire. Donc qu'est-ce qui s'est passé pour que quelque part ce milieu ne soit pas celui dans lequel tu es aujourd'hui? Ça s'est fait super naturellement, dans le sens où je ne me suis pas fait forcément beaucoup d'amis. Et moi, ce que j'entrevoyais, c'était de rencontrer peut-être un état d'esprit de famille. Et ça s'est fait à aucun moment. Donc tout simplement, j'ai fait une rencontre, donc le futur papa de mes enfants, et sous-jacent un désir de fonder ma propre famille, qui était là déjà depuis quelques petites années. Et alors je me suis dirigée plutôt vers ce désir-là. Mais pour en revenir à l'anecdote dont on parlait aussi, ça s'est fait 2 ans après mon baptême, donc on replonge dans mon adolescence. Et à cette époque-là, je faisais beaucoup de gymnastique rythmique. En fait, j'ai pratiqué pendant 4 ou 5 ans. Et le soir, je rentrais du gymnase à la maison à pied, et ça faisait une sacrée balade, c'était pas tout près. Donc un de ces soirs, je rentre, et je suis à la dernière ligne avant d'arriver, et d'un coup, je sens quelque chose au-dessus de ma tête. Je lève la tête, et qu'est-ce que je vois ? Je vois un vaisseau gigantesque. Donc c'est incompréhensible pour moi, je me parle à moi-même, je me demande si je dois avoir peur, là, qu'est-ce qui se passe ? Non, je ne dois pas avoir particulièrement peur, c'est un engin juste disproportionné au niveau de la taille, qui glisse comme ça, qui continue son chemin, et qui, comme sur une couche d'air sans bruit, commence à s'éloigner. J'ai pas peur, mais je cours quand même vers la maison. Comme ça, j'appelle les parents d'accueil qui sortent et puis puissent se voir, ils ont le temps. Et ils constatent avec surprise cette espèce de vaisseau non identifié qui est en train de se déplacer au-dessus de nous dans le ciel et qui s'éloigne et qui vole extrêmement bas. C'est quoi ? Tu pourrais le dire juste pour excuse-moi, parce qu'on ne va pas rentrer à fond dans le sujet, mais en tout cas c'est très intéressant quand tu dis gigantesque. Est-ce que tu serais capable de donner une proportion, et quand tu dis bas, c'est quelle hauteur ? Bas, c'est vraiment bas, c'est-à-dire je ne sais pas combien de mètres. J'aurais vachement du mal parce qu'en fait, si tu veux, c'est quelque chose que je vois qui est tellement pas habituel que même mettre des mesures et par rapport à l'âge que j'ai, enfin je suis ado. Par contre, c'est très proche.
tu ressens quand ça passe au-dessus de toi, c'est pas un avion dans le ciel du tout. Tu vois les détails de dessous, ça fait des poutres en alliage d'un certain métal ou d'un mélange d'ailleurs de métal couleur bronze marron, mais tu ne sais pas d'où ça sort. Et c'est surtout, ça paraît pas hostile du tout comme présence, mais par contre, c'est énorme. Tu te demandes qu'est-ce que ça fout là, et ça glisse quoi. Sans aucun bruit. De quelle forme? Plus ovale. D'accord. Donc élément intéressant. Alors après, les enfants de la famille, ça les a interpellés parce qu'ils voyaient qu'il y avait du mouvement. Qu'est-ce qui se passe et tout ça. Alors les parents, ils ont dit « Oh non, c'est rien ». Alors effectivement, on a mis ça également de côté, mais on n'a pas vraiment reparlé entre nous. En revanche, tous les soirs, pendant une semaine aux infos, puisqu'on n'avait pas été les seuls, nous, à voir cet engin. En fait, cet engin, ils ont pu retracer ce parcours, c'est-à-dire qu'il arrivait un peu du nord de la France et il était descendu complètement dans le sud, plutôt du côté ouest. D'accord. Donc ils ont refait le parcours avec tous les gens qui avaient signalé d'avoir vu ça. Et pendant une semaine au moins, on a entendu parler de cette affaire-là aux 20h, jusqu'à ce que ce soit tourné en dérision. À un moment donné, on a commencé à entendre des choses abracadabrantes. Oui, on a vu des mains vertes qui faisaient coucou aux fenêtres. En fait, il y avait plein de petits hublots tout le long. Et puis, tout le monde... Alors, ce qui était quand même étonnant, c'est que chacun ne voyait pas exactement la même forme aussi. J'ai l'impression que d'autres l'ont vu sous une autre forme à cette époque-là. Donc ça, on devait être dans les années 90. C'était début des années 90. Ouais. Oui. On revient sur ton désir de fonder une famille, puisque tu n'en avais pas eu une. Ouais. Tu rencontres le père de tes enfants. Donc aujourd'hui, tu as 2 grands-enfants qui ont la vingtaine passée, puisque tu as un peu plus d'une quarantaine d'années. Avoir de grands-enfants en étant une mère 20-21 ans, c'est ça? À 23 ans, j'avais mes 2 enfants, oui. Ouais. Est-ce que ça a été pour toi une peur? Je t'explique pourquoi, sur le fait d'avoir des enfants. La plupart des parents aujourd'hui se disent, bon bah voilà, on va asseoir déjà une sécurité matérielle, on va faire un peu son trou, entre guillemets, d'un point de vue professionnel, et puis quand on aura, entre guillemets, enfin voilà, ça se prépare quoi. Avoir des enfants à la vingtaine alors qu'on n'a pas de diplôme, au regard de ce que tu nous dis, finalement tu es dans une ambiance, un milieu, le milieu du cirque, artistique, etc. Tu nous as pas dit si tu étais allé jusqu'au bout d'un diplôme quelconque, mais en tout cas, avoir des enfants à ce moment-là peut paraître surréaliste. On va dire, mais comment elle va faire, la pauvre, quoi. Donc, est-ce que tu nous expliques un petit peu l'état dans lequel tu es à ce moment-là et qu'est-ce que tu décides de faire? Ok, déjà on est à 2, on est 2 parents hyper solidaires, on s'aime comme des fous. Donc à partir de là, le monde nous appartient, j'ai envie de te dire. Oui, c'est très juste. Donc c'est vrai, on n'était ni l'un ni l'autre dans des anticipations pour le futur. On était beaucoup dans le présent. Si tu veux, cet homme, quand je l'ai connu, bon, il était plus âgé que moi, il m'a dit le plus beau compliment que j'ai reçu de toute ma vie, à savoir, la première fois que je t'ai vu, j'ai vu le Christ en toi. Alors, d'où il me sortait ça, oui. J'en sais rien, parce qu'il n'était pas dans la religion. Moi, tout à l'heure, pareil, je parlais de catéchisme, mais c'est quelque chose dont je me suis éloignée, mais largement, dont j'ai gardé le personnage de Jésus quand même dans mon cœur. Mais après, pour le reste, il n'y a pas de courant spirituel chez lui ni chez moi, ni aucun mouvement de pensée d'aucune sorte, du moins pas enfermant dans le sens où... des dogmes religieux. Par contre, on adore parler de Dieu, l'énergie d'amour, de la vie. Ça, c'est un sujet qu'on a commencé quand on s'est connus. Et ça a toujours été en fait la même discussion pendant 17 ans, quoi, parce qu'on est restés 17 ans ensemble. Et on parlait toujours de ces mêmes choses, plus ou moins ensemble. Donc ça nous a beaucoup rapprochés, c'est quand même des idées spirituelles avec une vision du monde où on s'intéressait énormément à ça. Qu'est-ce que vous décidez de faire tous les deux alors? Avec les enfants qui sont là?
plus ou moins. En tout cas, déjà, la première naissance est un moment important. Donc, qu'est-ce que vous décidez de faire? C'est ça. En fait, je tombe enceinte sur Paris et je choisis pas vraiment le moment. Le désir est là, mais bon, ça se passe comme ça se passe. Et à partir de là, je dis au papa, moi, je me sens pas du tout de rester là pour la grossesse, l'accouchement et commencer à élever notre enfant. Vraiment, je le verrais mieux en province. Ce serait peut-être mieux pour nous, surtout au niveau financier, pour avoir une vie plus de qualité, plus confortable. Et il me rejoint complètement, donc il décide, si je le veux bien, qu'on aille dans le sud, donc à côté de Perpignan, rejoindre son frère dans la montagne dans un premier temps, pour qu'ensuite on puisse s'installer tranquillement dans les Pyrénées-Orientales. Voilà. Ton approche, j'allais dire, d'un point de vue, parce que tu vas commencer ton aventure avec tout ce qui a trait à l'énergétique. Est-ce à dire que tu t'y es formé relativement tôt parce que déjà je veux bien le croire, 2 enfants à élever en bas âge c'est pas forcément évident, donc on a mieux fait de s'occuper de ses enfants à la maison plutôt que d'aller travailler à l'extérieur pour payer les nounous enfin bref, c'est ce que je me dis. Après chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais de prime abord ça pourrait être la meilleure approche pour être là, toi qui veux rêver d'une famille, avec tes enfants. Ton regard vis-à-vis de la spiritualité dont tu nous parles avec ton mari, qu'est-ce que tu mets en place, j'allais dire, comme centre d'intérêt au regard de cette thématique-là? Mm-hmm. Alors au départ, je ne connais rien à l'énergie, etc. Simplement, j'aime beaucoup écrire, donc j'ai déjà écrit à l'âge de 16 ans un recueil de poèmes essentiellement basés sur l'âme, essayer d'exprimer qu'est-ce que l'âme. Et quand mes enfants naissent, effectivement, jusqu'à l'âge qu'ils ont à aller à l'école, je préfère m'en occuper moi, le papa va travailler, et voilà, on est dans une configuration où je m'occupe principalement des enfants. Ensuite, je fais des formations pour être secrétaire, et une fois que ma fille, donc la deuxième enfant, part à l'école maternelle, ça me libère du temps pour aller bosser. Donc je vais d'une structure à une autre, c'est-à-dire que je passe d'un centre de documentation pédagogique à un institut de protection à l'enfance, en passant par un club de tennis, des hôpitaux, des cabinets médicaux, enfin je suis secrétaire médico-sociale. Et un petit peu comme avec les familles d'accueil, je passe d'une structure à l'autre. Alors je me demande s'il y a un rapport. Intéressant. Je te laisse continuer donc. J'ai beaucoup cheminé à travers différents établissements. Parfois ce sont des contrats de 1 an, 2 ans, parfois 6 mois, quelques mois. Mais c'est toujours du temporaire. Mais quelque part, j'ai pas vraiment envie de m'enfermer dans un CDI, donc ça me va bien. Voilà, donc en fait, au départ, ma vie professionnelle se compose de secrétariat jusqu'à ce que ça ne me suffit plus. Je m'ennuie, ça m'enferme quelque part et je ne suis pas épanouie. Alors je décide de me former en psychanalyse après. Alors, ça c'est super intéressant. Il y a beaucoup de monde qui prennent un boulot et qui souhaitent le plus possible cette sécurité. En disant voilà, je souhaite privilégier cette sécurité, consacrer du temps à ma famille, etc. Ceux qui auraient tendance à enfermer dans un métro-boulot-dodo, la routine. Et rares sont ceux et celles autour de moi qui décident, tout en ayant une activité, de se former à autre chose ou de s'ouvrir à autre chose. Et comme tu le dis, il y a cette notion de liberté qui est très forte chez toi. Que ça soit à travers des études dans le milieu du cirque, milieu artistique, et quelque part même fuguer, c'est une sacrée expérience. Quand on est adolescent et qu'on pense ne plus avoir besoin de on va dire, ce que l'adulte permet d'un point de vue de sécurité alimentaire, vêtements, etc., c'est une grande chance de pouvoir s'ouvrir à l'autonomie. Et en même temps de peut-être casser
toutes les, j'allais dire, tous les faux semblants de ce qu'on pense être une sécurité. Or, toi, potentiellement, tu as une sécurité financière, pour le coup, professionnelle de l'autre, à travers le secrétariat, de mission en mission, et tu aurais pu potentiellement continuer à rester là-dedans. En plus, dans le milieu médico-social, c'est pas le travail qui manque. C'est ça. Donc bon, donc je trouve très intéressant l'esprit qui t'habite de pas mettre de peur ou de barrière là où beaucoup de gens en mettraient. Donc qu'est-ce que tu décides de faire pour t'ouvrir à ce nouveau, alors que tu es dans ce circuit, je pourrais dire, de secrétaire médico-social? Je pense que je vois beaucoup à travers, en fin de compte, les voiles, mais très jeunes. On est franchement dans un monde d'illusions, mais pour moi c'est une évidence, je la vis. Parce que par exemple, à aucun moment je me suis demandé est-ce que des soucoupes volantes existent? Parce que moi je l'ai vu de mes yeux. Donc si tu veux, j'en suis pas passée par des questionnements et à me poser des questions. J'étais une personne qui ne se posait absolument pas de questions, ou pas tant que ça, pour ce qui concerne de mener ma barque, en fait. Parce que je me dirige avec ce qui me fait plaisir, ce qui me fait du bien, et je le ressens assez jeune comme ça. Alors effectivement, tu as un prix à payer quand même, hein, parce que quel que soit le contexte dans lequel on décide d'aller, il y a le yin et le yang et ce parfait équilibre à atteindre. En revanche, pour moi, c'est vrai que j'ai toujours travaillé tout de suite pour être libre. C'était beaucoup plus urgent et prioritaire ce contact avec la lumière, c'est-à-dire d'être aligné avec ce que je pense que j'ai envie de faire et vers là où je vais, donc de ne pas être dépendante totalement de ce système et de m'épanouir. Pour moi, l'épanouissement est plus important que de dépendre d'un système. Et à partir de là, il n'y a pas de compromis possible, en fait. Donc effectivement, c'est un courage. Il n'y a pas trop de peur derrière tout ça. Parce que, en fait, c'est une nature, c'est ma vibration, celle que j'ai au final. Hein, je me découvre au fur et à mesure. Et ma vibration fait que j'ai besoin de me sentir le plus libre possible. Mon amie d'enfance, par exemple, avec qui j'ai toujours contact, elle, ce qui la sécurise, c'est vraiment le schéma traditionnel, se marier, faire des enfants et avoir une maison. Bien que, à l'époque où on parle là, à ce moment-là, tout est en train de s'écrouler pour elle aussi, pour le coup, parce qu'il y a un véritable, certainement, changement de paradigme qui concerne tout le monde. C'est comme si j'avais eu quelques petits pas d'avance, peut-être, par rapport à ce qui est en train de se vivre aujourd'hui. Tout comme nous aussi, on a eu des précurseurs qui s'intéressaient largement au bouddhisme, au yoga, avant ma génération à moi, et que je remercie, et j'ai plein de gratitude pour ces gens-là, parce que c'est eux qui nous ont ouvert la route sur le bien-être, aller vers une alimentation plus saine, se faire des massages pour pouvoir s'enlever les tensions dans le corps, et puis s'apporter de la paix à soi-même, s'autoriser le droit de vivre une vraie vie, pas la vie qu'on nous propose quand on est un esclave dans cette société. Donc, qu'est-ce que tu décides de faire alors pour t'ouvrir à cette, je sais pas, de nouvelles voies Donc, on parlait d'énergétique en l'occurrence. Est-ce que tout ce milieu-là t'intéresse au point de vouloir t'y consacrer des formations, des stages? Comment ça vient à toi? Alors au départ, c'est juste la psychanalyse. Et ça me parle profondément, ça me fait vibrer dans tous les sens d'aller me former dans ces cours, dans cet institut de formation, parce qu'en fin de compte, je m'aperçois avec le recul que ça va rejoindre aussi quand j'ai été élevée par des familles et par un service et des éducatrices, notamment une en particulier. C'est quelque chose qui a bercé quand même mon enfance, tout cet apport, et qui m'a apporté, moi en tout cas, la sécurité, et ce que j'avais besoin d'entendre à tel âge et à telle période de ma vie pour pouvoir comprendre mon histoire et pour pouvoir m'identifier et avancer dans ma construction. Donc la psychanalyse, je ne savais pas trop ce que c'était, mais quand j'ai découvert au fur et à mesure les cours,
j'ai assez vite compris que l'inconscient, il fallait mieux s'en faire un ami le plus rapidement possible, à cause des actes manqués et des messages importants qu'il a à nous faire passer. Et puis, quand on fait cette formation, à côté, il est obligatoire de faire une analyse sur soi-même. Donc c'est ce qu'on appelle l'analyse didactique. Est-ce que tu avais conscience de ça? Enfin, ça c'est connu, hein, que généralement les psychanalystes mènent leur psychanalyse avec d'autres par rapport à leur propre vie, ce qui est très bon. Hein. C'est ce que je trouve beau, parce qu'on devrait même, pourquoi pas, le proposer à des psychiatres, à des psychologues de le faire, pourquoi pas? Enfin, je veux dire, ce serait un bon débat. C'est pas négligeable, quoi. Oui, mais si je reviens sur ce point-là, c'est que au regard de ton propre passé, même si effectivement tu as toujours évolué dans ce cadre-là régi par les sciences, les neurosciences ou la psychanalyse et un peu la mère de toutes ces différentes thérapies aujourd'hui, est-ce que en même temps le fait de t'ouvrir à cette formation, c'est pas en lien, conscient ou inconscient, j'en sais rien, tu vas nous le dire, avec justement le fait de comprendre un petit peu ce qui a été verrouillé en toi, puisque tu parles de l'inconscient, suite à ton expérience passée? Pour la première fois, justement, Laurent, c'est là où je commence à faire un travail sur moi-même. Avant, j'en ai jamais fait. Donc, Est-ce que tu en souffres? Est-ce que tu as le sens? Tu as deux enfants, tu es avec ton mari, tu travailles, enfin, de prime abord, j'allais dire encore une fois, tout se passe bien, au regard de l'enfance que tu as eue et de l'adolescence, tu vois. Donc, on pourrait penser que, de prime abord, tu n'as peut-être pas besoin de faire un travail. Donc, quand tu t'orientes vers la psychanalyse, est-ce que c'est ta première intention? Est-ce que c'est « je veux me former à la psychanalyse », voilà, ou est-ce que c'est « voilà, je ressens certaines choses en moi, blocage, limitation, que sais-je, notamment dû à mon passé. J'ai envie de comprendre ça et tant qu'à faire, puisque ça m'intéresse, la psychanalyse répond à ça et je vais pouvoir me former à ça. » Alors consciemment, voilà, merci. J'ai envie de devenir psychanalyste et pourquoi pas sexothérapeute. Enfin, c'est quelque chose qui m'appelle beaucoup. Et inconsciemment, je découvre qu'effectivement, j'avais des besoins de faire un travail, en fait. Parce qu'il y a des pans de ma vie qui ne sont pas complètement ouverts ou épanouis. Et là, ça commence à me permettre de déverrouiller par la parole des choses inouïes. Et donc, cette parole qui est tellement créatrice, je ne fais pas les choses à moitié, je me remonte vraiment les manches et je m'investis à 200% dans cette formation. En plus, à cette époque, je travaille à temps partiel, donc ça me laisse vraiment beaucoup d'heures pour pouvoir m'y investir. Et à partir de là, je consigne tout par écrit, donc mes séances. À mon réveil, quand je me rappelle de mes rêves, je les note. Je suis vraiment très investie dans cette analyse aussi. Et survient un symptôme au bout de quelques séances que je fais, au bout de quelques semaines, quelques mois. Pendant que je suis allongée sur le divan, j'ai un symptôme qui survient. C'est-à-dire que ça se met à pulser dans mes mains, mais c'est si fort que je ne peux plus parler. Et la séance, elle s'arrête là, comme ça. Et on cherche à comprendre avec l'analyse, d'où ça vient? Est-ce que c'est la posture quand tu es allongée? Peut-être comme il y a du chauffage. Bon, non, moi chez moi, il n'y a pas de chauffage, je suis allongée, j'ai pas rien qui me pulse dans les mains. Mais c'est vrai que je passe pas par quatre chemins, si tu veux. Pendant la séance, je tente d'aller le mieux possible sur les nœuds que j'ai besoin de traiter. Je fais pas plein de détours et tout ça, en tout cas j'évite. En même temps, je paye à chaque fois mes séances, je paye ma formation. Enfin moi, ça me demande quand même de m'impliquer, c'est un sacrifice par rapport au budget et tout ça. Donc, je m'investis beaucoup et je me rends compte que là, il y a un symptôme qui arrive, mais qui est complètement inexplicable au moment où ça se passe. Donc, plus loin, je me rends compte que c'est de l'énergie dans mon corps, en fait, qui s'exprime. Où tu trouves les réponses? Je le comprends beaucoup plus tard. En fait, il faut que je termine d'avoir ma formation au bout de 2 ans, que je me mette à pratiquer un petit peu le Qigong au départ,
Donc je sens comme un espèce de brouillard épais, parce que moi c'est ça, dès que je suis trop dans les études et des choses intellectuelles, ça s'accumule au niveau de la tête et ça me gêne. Il faut que je bouge avec mon corps pour que ça circule dans tout mon corps. Ouais. Donc je me mets au Qigong, ensuite la prof tombe malade, je me mets au yoga chez moi toute seule, et pendant plusieurs mois, 1 an, tous les jours je fais du yoga et de la méditation. Et de moi-même, donc je fais remonter l'énergie du bas vers le haut, à travers tous les chakras, et puis en sens inverse, du haut vers le bas. Alors ces exercices, je pense que je me les invente de mon côté, ça me fait énormément de bien. En même temps, je travaille sur mes émotions puisque je donne une intention avant la méditation, les exercices de respiration. Donc par exemple aujourd'hui, je vais travailler sur le fait d'être plus patiente, ou voilà, ça peut être ça, mais ça peut être autre chose. Hein. Ça peut être l'abondance, hein, ça peut être plein de choses comme ça. Et pendant des mois et des mois, je fais ma méditation. Ça dure pas longtemps, ça dure un quart d'heure, 20 minutes. Par contre, je sens que ça me transforme. Parce que d'un coup, je suis beaucoup plus ancrée, d'une part, et plus cool, plus relax. Et ma fille, au bout de 2 mois, justement, ils sont ados, mes enfants, quand je me mets à pratiquer tout ça, me dit, mais maman, t'as changé, ta voix, elle est plus douce. Donc ça, déjà, je me dis, c'est bien, parce que ça fait toujours du bien, un retour extérieur, en plus de sa fille, et puis qui vient montrer que ça apporte de la douceur, du bien-être et de la respiration dans ta vie, quoi. Donc j'allais te laisser continuer, parce que si j'entends tes propos, en tout cas, tu vas jusqu'à la formation donc, des 2 ans en psychanalyse. Oui. Tu as l'occasion de travailler sur toi. C'est ce qui a été le déclencheur de ta connexion avec des énergies qui te traversent, en tout cas que tu ressens fortement dans les mains. Oui. On va y revenir. Tu fais descendre un petit peu tout ce que tu as accumulé au niveau de la tête, à travers le corps, à travers différents exercices. Mais ces exercices physiques sont en même temps totalement liés en lien avec l'énergétique. Oui. Est-ce que tu as conscience que tu peux faire quelque chose avec tes mains? Et sinon, comment t'en prends conscience? Ok. Donc déjà, c'est vrai que tous ces mécanismes de défense que j'apprends en psychanalyse, ça m'aide beaucoup pour les reconnaître chez moi et chez autrui aussi. Et en travaillant comme ça, me relaxer, en travaillant, je ne sais pas si c'est vraiment le terme, mais en tout cas, je travaille mon énergie quand même. Au fur et à mesure, je pense que je vais peut-être pas faire une 3e année en psychanalyse. J'ai peut-être fait le tour de ce que ça pouvait m'apporter. Et donc, voilà, je commence à me poser la question, mais est-ce que je vais enchaîner une 3e année ou non? Et ça, je le mets dans une de mes méditations. Est-ce que je dois continuer? Si je ne dois pas continuer, qu'est-ce que je peux faire? Parce que là, j'ai vraiment envie d'enchaîner avec autre chose. Et alors, je demande dans ma méditation. Je n'ai pas la réponse au cours de la méditation non plus. Mais l'instant d'après, j'étais abonnée au magazine Psychologie à l'époque. Et donc, machinalement, je tourne, je regarde les pages. Et là, il y en a une qui m'interpelle. C'est des lettres oranges sur un fond blanc et ça parle de Reiki. Et là, j'ai comme dans tout mon être une vibration. Et alors, je ne connais absolument pas le Reiki, tout ça, ce que c'est. Et donc, je me renseigne sur ce que c'est. Et là, j'ai un appel très fort pour commencer, en tout cas, par ce genre de technique. Donc, je me renseigne de voir dans le coin, sur Perpignan ou pas très loin, s'il y aurait une session ou pas. Effectivement, je vois qu'il y a une personne qui va proposer ça dès le mois de septembre. La date correspond à la naissance de ma maman, donc c'est aussi un symbole assez fort. Et puis, je vais dans cette voie. Donc, j'apprends sur 2 jours à faire des soins sur autrui, sur les plantes, sur soi-même. Donc, à l'issue de ce stage, on est censé faire un autotraitement pendant 3 semaines, 21 jours. Et puis, ensuite, on voit ce qui se passe. Sauf que moi, je suis un peu faux-folle à l'époque.
Je fais mon auto-traitement, ça oui, c'est sûr, je le fais très bien, consciencieusement. Mais en même temps, je me précipite un petit peu pour aller les tester. Alors, j'ai une amie astrologue qui a 70 ans environ à l'époque, et qui m'avait déjà fait mon thème astral, et qui m'encourageait fortement dans tout ce qui était psychanalyse, voire magnétisme. Et un jour que j'étais chez elle, elle m'avait demandé « fais-moi une séance de magnétisme ». Moi, ça m'avait beaucoup interpellée. Je lui avais dit « mais je ne sais pas, moi, faire ça ». Donc, une fois que j'étais formée au Reiki, je suis allée lui faire des soins. Donc, j'allais chez elle presque en courant, tellement j'étais contente d'aller mettre en pratique ce que j'avais appris. Et puis, comme ça, sans attendre réellement les 3 semaines, j'ai commencé à faire des soins autour de moi. Et finalement, j'étais un peu pressée quand même. Parce que les peurs, le bas astral, le mental, quand tu es au tout début de ton éveil, là, comme ça a vite fait de te rattraper quand même. C'est-à-dire que j'ai dû me choper certaines perturbations à cette époque, et c'était fort. Donc pendant 1 semaine, j'arrivais plus à dormir, j'arrivais plus à manger, j'étais polluée de chez polluée. Ça a commencé à énormément inquiéter ma fille, qui, en tant que très bel être de lumière, parce que c'est vrai que mes enfants, c'est pas parce que ce sont mes enfants, mais je les mets quand même un peu sur un piédestal. Parce que c'est mes enfants. Parce que ce sont des enseignants hors pair, hein, pour moi en tout cas. Hein. Et Sarah, de toute sa vie, je ne l'ai jamais vue s'énerver, quoi qu'il arrive. Contrairement à mon fils et à moi, entre nous, on se fritait de temps en temps, il y avait des petites tensions. Et là, je la voyais un petit peu en train de s'énerver. Arrête ton cire, parce que je préparais à manger, j'avais la nausée, enfin j'étais absolument pas bien. Elle voyait que j'étais un peu en train de dépérir, ça lui faisait peur. Comme je te disais tout à l'heure, il ne me reconnaissait pas trop, parce qu'il y avait un tel changement entre la maman, dont ils avaient l'habitude, et en tant qu'adolescent, là, ils ne me reconnaissaient plus trop, ça sort de la norme, donc ils ne comprennent pas ce qui se passe. Et ma fille voit que je ne vais pas très bien. Donc je lui dis, non mais Sarah, je vais me récupérer, hein, ne t'inquiète pas, ça va aller. Et effectivement, j'ai des amis à l'époque à distance qui m'aident, qui me font beaucoup de soins, donc la nuit, le soir, mais la nuit aussi pendant que je dors, et qui me conseillent sur certaines pierres, dont une à porter directement sur moi. Et une fois que je trouve ma pierre, et que je m'approche du portant sur lequel elle est, tout se met à bouger. Le magasin était là depuis quelques temps, 1 an ou 2, je ne l'avais jamais remarqué, mais pour le coup, quand tu commences à rentrer dans ce monde, tu t'aperçois que là, il y a une boutique de minéraux, et puis tu t'aperçois qu'il y a plein de choses autour de toi. Donc j'avais 3 vendeuses pour moi, parce que c'était vers la fin d'après-midi, en train de s'occuper de moi, et qui m'ont demandé si cette labradorite, je la voulais simplement dans ma poche, ou à porter. Donc c'était vraiment à porter. Donc l'endroit, c'était au niveau là, du maître-cœur. Elle était grosse, hein. Et à peine elles me l'ont posée, je sentais, tu vois, comme des espèces de petites tensions déjà partir de moitié. Et il est vrai que dès le lendemain, ça allait beaucoup mieux. J'avais bien dormi, j'avais pris des petites neuvaines, des choses de protection en plus, hein, parce qu'au départ, j'avais besoin de beaucoup d'attirail quelque part pour pouvoir me sortir de ce mauvais pas. Et dès le lendemain, donc dehors il pleut, il y avait une conférence dans cet endroit de cette boutique où il allait y avoir une conférence sur les 4 accords toltèques. Et donc j'en ai parlé à mes enfants. Cet après-midi, ça vous dérange pas, j'aimerais bien aller à cette conférence. J'ai pas prévu de les amener, ça les intéresse pas non plus. Ou oui, mais vas-y, il n'y a pas de problème. Donc ok, eux ils se gèrent, ils sont grands. Et avec ma labradorite, je sens qu'il y a quelque chose qui se passe de positif. Donc comme il pleut, je la nettoie un petit peu sous l'eau de la pluie. Et là, je suis en connexion totalement avec la pluie. Et je lui dis, ce serait chouette si tu pouvais t'arrêter de tomber juste le temps que tout à l'heure je dois me rendre à la conférence. Ce serait impeccable. Et je suis dans un état de transe absolument extraordinaire à ce moment-là.
Après, je continue un petit peu avec de l'encens à nettoyer ma pierre, bon, je la remets. Et ensuite, je pars à cette conférence. Effectivement, la pluie s'arrête le temps que j'ai besoin d'y aller. Une fois que tout le monde est installé dans la salle, la pluie se remet à tomber des trombes. Enfin, c'est un petit peu la première fois où je commence à parler avec la pluie, avec le soleil, avec la montagne. Je parle à l'arbre et je parle avec mes guides. C'est le début de communiquer en fait avec beaucoup de plans, avec ce monde invisible, et chacun me répond à sa façon. Est-ce pour autant que tu décides de t'initier à donner des soins énergétiques? Et quand je dis t'initier, j'entends le Reiki. Tu ne nous as pas dit à travers ton expérience si tu penses que ça venait ton état de mal-être, si le Reiki a été un des facteurs qui t'a fait te sentir pas bien, ou pas, d'ailleurs, on ne sait pas si c'est ça, mais quoi qu'il en soit, apparemment le Reiki ne te suffit pas. En fait, le Reiki, on va dire, c'est une porte d'entrée où je prends conscience qu'avec l'imposition des mains, on peut faire des belles choses. Après, moi, ce qui se passe, c'est que je suis tellement pressée d'aller faire des soins à d'autres personnes que je fais un soin à une personne. En fait, c'est un ami de la famille que je croise. Et lui est particulièrement chargé. Et en fait, j'arrive très bien à faire le lien entre ce soin que je lui donne et toutes ces pollutions que j'ai attrapées suite à ce soin. D'accord. Voilà. Et ça, je pense que je ne me serais jamais proposé en connaissant mieux déjà dans quoi je mettais les pieds. Et en ressentant mieux, si la personne est chargée, tu n'es pas obligé non plus d'aller faire des soins à des gens. Mais ça, je ne pouvais pas le reconnaître, je ne le ressentais pas du tout à l'époque. Je comprends. Ce qui est intéressant, c'est que normalement le Reiki, on est censé juste être un canal pour l'énergie universelle, pour qu'elle fasse ce qu'elle a à faire. On n'a même pas à poser d'intention, puisqu'il s'agit de passes, etc. Comment, avec le recul en tout cas, tu expliques que tu as été chargé de, on va dire, la pollution de cet ami d'enfance? Mais je pense que justement, j'ai encore sauté un peu les étapes. Serais-tu impatiente? Un petit peu quand même. Il a fallu le bosser plusieurs jours de suite, ça. Donc là, c'est pour ça que je reçois énormément d'énergie négative. Ça peut très bien provenir de ce soin en grande partie. Mais en même temps, quand on commence à s'éveiller à un monde spirituel, je te parle vraiment du début, tout ce qu'il y a en nous en termes d'obscurité, ça va se manifester à l'extérieur. Et puis là, oh là là, tu vas te rendre compte que quand tu vas dans les magasins, oh mais qu'est-ce que c'est chargé. Et là, on se rend compte petit à petit qu'on est sensible à des ondes, qu'on est sensible à des trucs super négatifs. Et il a fallu se coltiner, en passer déjà par tout ça pour pouvoir m'en détacher par la suite. Mais comme ça s'est fait, si tu veux, par le biais du Reiki, ouais. Donc c'est là où je me rendais compte qu'il y avait un fourmillement de vie qui soit plus positive ou moins, et où je ressentais tout très très fort, alors qu'avant c'est comme si j'étais complètement anesthésiée de tout ça. Je comprends. Ça vient surtout de ça, je pense, cette sensibilité d'un coup qui se réveille. D'accord. Donc est-ce que ça aura pu te freiner d'ailleurs pour ce qui est de l'énergie? Oh là là, stop. Terminé. Je me suis vraiment posé cette question-là. Je me suis dit, mais si c'est pour me rendre malade et tout ça, moi je préfère en arrêter là, j'arrête tout. Bon, tu continues. Mais il n'y a pas eu moyen. Pourquoi? Alors là, c'est plus fort que moi. Vraiment. Ça me pousse à l'intérieur. C'est comme une passion là qui m'emporte vers un inconnu. Il faut que j'en sache plus, il faut que je comprenne les rouages. Je sais que j'ai un chemin à faire dedans, c'est pas possible de faire autrement. Et puis l'objectif, c'est un petit peu de quitter le monde de l'emploi pour pouvoir me trouver, et même si c'est peut-être pas dans le Reiki, mais continuer de me chercher, en tout cas dans ces énergies-là, oui. Alors, en tout cas, que ce soit à travers les 2 années de psychanalyse ou t'initier au Reiki, bon, pourquoi pas, hein. Il y en a qui ouvriraient leur cabinet de thérapeute. Est-ce que c'est ton cas ou est-ce que tu continues justement à te chercher, à travailler un petit peu sur toi avant de te décider à franchir le pas et à exercer? Alors j'attends un peu, oui.
C'est-à-dire que pendant 2 ans, je pratique et je me forme à différentes techniques. Et en même temps, je pratique sur des autres personnes pour pouvoir expérimenter. Ouais. Tu vois les résultats? Je vois beaucoup de résultats, parce que c'est comme si aussi au début de la pratique, c'est un peu comme un nectar ce que tu as en toi, c'est-à-dire que les débuts, tu as une conscience qui est là vraiment merveilleuse et une attention qui va peut-être se perdre comme ça au fil du temps. Enfin, je sais pas. Mais en tout cas, pour les soins énergétiques, moi, c'est ce que je ressens très très fort. Et alors, je me forme dans beaucoup de choses. J'apprends le Quantum Touch. Donc, ça parle d'alignement vertébral, de repositionnement de l'atlas. Et donc, je m'approprie un petit peu cette technique en début de séance pour pouvoir ensuite envoyer de l'énergie. Parce qu'une fois que la personne, on a plus ou moins réaligné au niveau vertébral et ainsi de suite, une fois que je l'allonge, ça passe beaucoup mieux l'énergie. C'est une préparation en fait. Elle est debout, donc je m'occupe au niveau de l'occiput, au niveau des épaules, des hanches, du bassin. J'en profite pour regarder l'aura, parce qu'il est aussi possible de réajuster à ce niveau-là. Je me rends compte qu'effectivement, parfois quand il y a des brèches vers le haut du corps, c'est souvent lié à des insomnies. Donc on peut colmater à ce niveau-là avec les mains, avec l'intention. Et quand la personne s'allonge, je me branche plus ou moins sur sa tête, parce que j'ai des notions en thérapie crânio-sacrale qui me permettent en fait de sentir la globalité du corps et de savoir là où il y a un problème. Donc plus en fait je pratique ces soins énergétiques et je suis sur l'énergie de la personne, donc je suis synchro avec elle, et plus en même temps je développe une intuition et des ressentis. J'arrive même à avoir des informations concernant à tel âge il aurait pu arriver telle chose. Et parmi ce que je reçois, c'est judicieux parfois d'en parler à la personne ou pas. Donc là encore, je jauge à l'intérieur de savoir est-ce que c'est bien ou non de parler de ça. Et effectivement aussi, ce que je me rends compte, c'est qu'en appelant ces guides, ces énergies avec lesquelles il ne faut pas hésiter, parce que le soin, la force est décuplée, la force du soin. Que si tu arrives comme ça en simple canal, c'est très beau, c'est très fort, mais là ça s'apparente plus à, par exemple, du magnétisme où on peut faire avec sa volonté, mais c'est jamais aussi fort. Et ça, je le ressens extrêmement dans mon corps. C'est qu'arrivé à un moment, une fois que je laisse un petit peu au niveau du crâne et de la tête, je me lève et je vais sur les chakras, éventuellement sur certaines parties du corps, mes mains, et ça m'étonne très fortement, mais ça bouge tout seul. Et c'est même impressionnant. Ça me fait peur, moi, au début. Parce que mes mains vont là où... Voilà, c'est pas moi, c'est pas mon cerveau. Donc j'arrive petit à petit à équilibrer certaines choses. Mais je me rends compte qu'effectivement, le soin énergétique, c'est pas assez ce que je recherche, moi. J'ai envie d'aller encore un peu plus loin. J'ai l'impression que le mental, l'ego, il est toujours super présent, en tout cas, même pendant le soin. Et ça m'empêche de passer. Moi, j'ai envie de passer plus directement à autre chose. Donc, petit à petit, je me lance quand même en 2014, où j'ouvre pour la première fois officiellement pour pouvoir proposer mes soins. Donc, c'est principalement des massages et du soin énergétique. Je propose un peu de numérologie aussi, dans lequel j'ai approfondi. Et puis, avec tout ça, ça m'amène une compréhension plus globale. Avec la numérologie, ça me permet d'identifier certains schémas avec des mots dont je ne disposais pas non plus avant. Donc ça m'ouvre aussi une nouvelle porte. Et notamment pour les jeunes, c'est assez intéressant de voir que ça permet de mieux se comprendre soi-même, mais aussi savoir pourquoi on est fait. Donc en prenant comme ça la date de naissance, c'est un petit peu comme un thème astral en astrologie, mais là on va se servir des chiffres, et c'est un complément en tout cas à ce que je fais. Par contre, je ne développe pas énormément,
C'est juste un petit outil en plus qui me permet d'élargir un petit peu mes connaissances. Donc je continue après sur d'autres techniques qui sont la bioénergie. Donc je consulte un bioénergéticien ainsi que mes enfants de temps en temps pour avoir une petite séance d'ostéo-énergétique. Et je suis ses ateliers également avec lui. Et ça me permet d'autres ressentis. Et effectivement, d'ailleurs, un jour je tombe, je me fais très mal sur le coccyx. Donc avant d'aller le voir, je me fais le travail moi-même comme j'ai appris avec lui. Et ensuite, je vais le voir. Et il me dit, bah ça va, parce que franchement, tu n'avais peut-être même pas besoin de venir me voir. Tu as tout bien remis correctement. Alors que c'était une chute sur un overboard, une glissade assez violente. Et au départ, je ne pouvais plus courir, je marchais tout doucement et j'ai été quand même bien secouée ce jour-là. Et il m'a dit, bah ça c'est assez rare parce que grâce aux ateliers et ainsi de suite, tu as pu faire par toi-même tu t'es fait ce travail. Ton traitement. Hein. Ouais. Et voilà. ça a bien marché. Ça avait fonctionné, mais bon, j'ai préféré quand même aller me faire vérifier. Est-ce que dans le cadre des soins énergétiques, là, est-ce que tu trouves utilité à l'analyse justement psychanalytique que tu as eu l'occasion d'aborder durant 2 ans? Est-ce que tu y vois un intérêt là? Oui, l'intérêt il est énorme parce qu'en fin de compte, ça me permet de contenir vraiment la psyché d'une personne quand elle arrive chez moi en fait. Ça me permet de l'accueillir et d'être totalement neutre, le non-jugement et tout ça, ça commence là déjà. C'est qu'il va y avoir un moment de parole, plus ou moins long, ça c'est la personne qui décide si elle a besoin beaucoup de parler ou pas. Et ça me permet réellement d'accueillir l'autre. Est-ce que tu fais des liens entre ce que peut te dire la personne d'un point de vue de l'oral et notamment des nœuds de blocage énergétique que tu peux ressentir à travers tes mains durant cette période où tu allies avec la numérologie, les soins énergétiques et justement la psychanalyse? C'est là où tu vois qu'il y a un décalage, c'est déconcertant, c'est qu'il n'y a pas forcément de lien, la personne va complètement te parler d'autre chose, mais toi le nœud ou la mémoire et le blocage, il va être dans complètement autre chose. Alors oui, il va y avoir un mal-être dans un aspect de sa vie, et donc ça va être la raison pour laquelle la personne te consulte. Mais toi, tu vas chercher à savoir la cause, bien évidemment, bah oui. Et donc ça va bien souvent t'emmener ailleurs. C'est comme les rebouteux, ils vont bien t'expliquer que tu as une douleur au dos qui se localise à tel endroit, mais la racine, elle vient soit de plus bas dans le corps ou de plus haut ou l'inverse, mais en tout cas, c'est rarement là où ça fait mal. Ouais. Tu vois. Donc, effectivement, la psychanalyse, ça m'apprend quand même à écouter. Et quand la personne parle, franchement, cet échange, il est fort et les personnes ont besoin de parler. Elles ont énormément besoin de ça. Elles sont rarement écoutées parce que on est dans une société où on ne prend plus vraiment le temps de se parler, en tout cas vraiment, se parler vraiment. Et pendant qu'elle parle, la personne, oui, il y a des choses qui se libèrent, il y a des moments d'émotion, selon l'état de la personne et là où elle en est, où ça va déjà commencer à travailler fortement. Donc ça, c'est un moment de parole privilégié et la psychanalyse me permet en tout cas d'avoir des échanges intéressants à ce niveau-là avec la personne. Avant de la mettre debout, de commencer à faire des petits alignements et puis ensuite d'envoyer de l'énergie, c'est un moment où il se passe beaucoup de choses déjà. Est-ce que quand tu dis que tu désires aller plus profondément, c'est-à-dire que tu es frustré, déçu par rapport aux résultats ou c'est un autre niveau vis-à-vis des gens que tu as l'occasion de traiter? Quand tu dis, aller plus profondément, ça sous-entend quoi? Est-ce que tu as une idée ou un préambule d'idée de quelle forme ça peut revêtir? Où se trouve la frustration, si frustration il y a? Ouais. En fait, la frustration, c'est que les personnes, il y en a certaines qui reviennent me voir toujours, et c'est ça qui m'embête. Moi, mon désir, en fait, c'est qu'à un moment donné, elles n'ont plus besoin de moi, quoi. Elles n'ont plus besoin de se faire des soins, même par qui que ce soit, en fin de compte.
Donc là, la frustration est principalement dans le sens où j'ai envie que la personne elle se connecte à son être intérieur. Mais avec le soin énergétique, apparemment, ça ne suffit pas. Puisqu'on attend que ce soit moi qui fasse le job, mais moi je leur dis à chaque fois, mais c'est pas à moi de faire le job. Moi juste, j'accompagne, je donne une impulsion, et c'est vous ensuite qui vous guérissez vous-même. C'est tout à fait ça. Donc dans chaque paume des mains, il y a un petit chakra qui sont eux reliés au chakra du cœur. Donc l'amour guérit de tout, et c'est comme ça que Jésus, avec l'imposition des mains, guérissait. D'ailleurs, il est souvent représenté avec le cœur ardent. Donc cette énergie est très forte. Après, il appartient à la personne de s'ouvrir à cette énergie et de laisser œuvrer totalement cette énergie universelle-là, cette énergie d'amour. Aussi bien il peut en recevoir qu'un tout petit peu, donc à travers ces canaux énergétiques. Donc ce qu'on va faire en soi, en fin de compte, c'est qu'on va élargir les canaux qui sont Ida, Pingala, tous les méridiens, la Shushumna, par lequel la force de vie passe. Mais en fait, la personne, elle peut très bien retourner dans ses schémas, je sais pas moi, quelques jours plus tard ou quelques semaines, et de sorte que ça se resserre. Donc en fait, moi je me dis, il manque quelque chose quand même. Alors où est-ce que tu trouves solution? Alors la solution, s'il y en a, c'est-à-dire que ma cousine commence à me parler d'hypnose, j'entends parler d'hypnose autour de moi, et je commence à faire un lien, l'ancêtre de la psychanalyse avec le docteur Charcot, Freud et tout, ouais, c'est quand même l'hypnose. Ouais. Parce qu'au départ, moi, ça ne me parle pas vraiment. Et puis, un jour, je regardais une de tes émissions, Laurent, et il y avait Alice Descoux qui était invitée, notamment par rapport à l'hypnose régressive. J'ai vibré de tous les côtés. J'ai dit, ah mais c'est ça, c'est ça. Et à partir de là, je me suis renseignée sur l'hypnose en général, et je me suis aperçue qu'il y avait l'hypnose humaniste, puisqu'Alice Descoux, je me suis mis en contact avec elle quand même pour qu'elle me donne une orientation. Peu, ouais. Et donc elle conseille plutôt l'hypnose humaniste plutôt qu'une autre, puisque elle, c'est ce qu'elle a fait. Et ensuite, tu t'aperçois que dans cette hypnose, c'est conversationnel. Donc pendant que la personne est hypnotisée, tu t'entretiens avec elle, donc avec son inconscient. Et à partir de là, la personne va pouvoir te répondre, mais pas avec son état de conscience ordinaire habituel, avec une conscience expansée, on va dire un niveau de conscience augmenté même. Donc ça, j'ai trouvé ça très intéressant pour le coup. Donc je suis partie à Lyon pour me former, et nous avons commencé à faire des petits exercices pendant la formation, donc pas du travail très très profond sur nous-mêmes, mais enfin quand même de travailler certaines petites choses, pour mettre en application sur place. Et je me suis souvenu que j'avais un point dans le dos qui venait me lancer assez régulièrement. Au niveau des lombaires ou plus haut? Un peu plus haut, sur le côté gauche. D'accord, milieu du dos quoi. Voilà. Et donc à cette époque, ça me titillait de temps en temps, mais c'était assez lancinant. Je me suis dit, tiens, c'est l'occasion de m'occuper de ça, parce que c'est vrai que je n'avais jamais focalisé sur ce problème-là. J'avais bien mon fils de temps en temps qui, avec ses mains guérissantes, arrivait à me soulager, mais ça revenait quand même à chaque fois. Je fais juste une parenthèse. Oui, bien parce sûr. Que tu m'as dit hors antenne que tu avais rencontré une femme qui elle-même était alors bouteuse, guérisseuse, elle barrait le feu, etc. et qu'elle t'a transmis la chose. Alors je ne sais pas si c'est avant, ce que tu nous racontes, ou après. Ok. Et je trouve que c'est quand même assez intéressant pour le mentionner. Oui. Enfin voilà. Alors, avec une petite mamie, j'ai suivi une formation d'énergie, et pendant 1 an, j'étais à ses côtés. Donc, elle m'a appris comment soigner le zona, alors que le zona, c'est pas quelque chose qui se soigne à la base. Oui. C'est extrêmement compliqué. Et en fait, toutes les semaines, moi, je voyais cette petite mamie. Elle s'occupait d'un médecin qui se paralysait au niveau des jambes. Donc, ce médecin était à la retraite. Il allait à l'hôpital pour se faire des piqûres. Et en même temps, il y avait Jeannette qui le massait et qui me montrait dans quel sens il fallait masser les jambes de cet homme pour qu'il reprenne vigueur. Donc j'ai eu beaucoup d'exercices avec elle. Et ça a été vraiment
quelque chose de surprenant parce que ça me permet d'être initiée, mais amicalement, sans en passer par quelque chose de conventionnel, de manière totalement gratuite avec le cœur, comme elle disait. Et puis, le temps que j'en ai eu besoin, effectivement, apprendre à couper le feu. On faisait des méditations chez elle avec d'autres personnes, et puis pour la paix, dans le monde, pour beaucoup de choses. Elle nous enseignait qu'il fallait pardonner à notre ennemi, par exemple. Donc le discours qu'elle avait, ça me parlait beaucoup. Et c'est la première fois où j'entendais parler, chez Jeannette en tout cas, d'entité, c'est-à-dire d'âme qui reste sur un plan de la terre et qui n'arrive pas à monter dans la lumière et donc qui est un peu coincée comme ça entre deux états. Et notamment, elle nous apprenait comment les faire passer de l'autre côté. Enfin, j'entends beaucoup de choses qui sont de la découverte à cette époque-là. Après, je sais que c'est pas forcément dans cela que je vais me spécialiser non plus. Mais c'est un apport en une année vraiment. C'est pas anodin, ouais. C'est énorme ce que j'apprends. Et c'est suite d'ailleurs à ça où je prends de la confiance. Et où je me dis, là, je vais commencer vraiment à m'établir, parce que je vois que les gens se sentent quand même beaucoup mieux, il y a du résultat, et il faut se lancer, quoi. Au bout d'un moment, on jette dans le vide. Donc excuse-moi de t'avoir coupé, mais je pensais que c'était un élément intéressant à mentionner. Ouais. Donc on revient sur l'hypnose humaniste, où tu vas te former du côté de Lyon. Voilà, j'ai un point dans le dos qui me fait souffrir. Voilà. Et puis... on se met en binôme pour pouvoir un petit peu mettre en application ce qu'on apprend. Donc, on est assis sur une chaise. La personne m'hypnotise. Et donc, on sait que l'intention, c'est d'enlever ce point dans le dos. Donc, je suis dans un état modifié de conscience. Et de là, je vais aller visualiser la partie du corps qui fait mal. Et éventuellement donner une forme et une couleur à ce point dans le dos. Donc ça fait appel à l'imagination? Tout à fait. Ouais. Imagination. Après, il faut voir dans quelle mesure c'est de l'imagination. Mais on part toujours dans l'imagination. Quand c'est l'hypnose, il ne faut pas hésiter à ça. Et après, on voit s'il peut y avoir des cohérences ou pas dans la vie. Et là, je vois qu'il y a une balle dorée. Donc j'imagine que c'est une balle dorée que j'enlève. Et quand je l'enlève, je peux te dire que suite à cette séance, je n'ai plus jamais eu de point dans le dos. Ça a été radical, quoi. Donc c'était plutôt pas mal. Ouais, carrément. Combien de temps dure la formation? Alors, hypnose humaniste, c'est des segments. C'est des segments, c'est des modules. Donc tu en as pour plusieurs semaines. Donc les bases... c'est 1 ou 2 semaines, après il faut revenir pour plusieurs semaines pour être technicien, et ainsi de suite. Mais je crois qu'après c'est toi qui approfondis beaucoup avec tout ce qu'on t'a appris, parce que ça se tient en quelques semaines, c'est éparpillé dans le temps, mais c'est vraiment en commençant à pratiquer que tu apprends en fin de compte. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce qu'est l'hypnose? Alors l'hypnose, c'est un état très naturel. C'est un état naturel, c'est-à-dire que le cerveau se met en mode alpha ou delta. Tout est au ralenti finalement, mais en même temps, ça élargit quand même sa conscience. C'est-à-dire, tu es au volant d'une voiture, à un moment donné, tu t'échappes un peu dans tes pensées, mais en même temps, tu es là et bien là. Et tu es hyper concentré à ce que tu fais, mais il y a une partie qui s'échappe dans une rêverie. Et pour moi, l'hypnose, c'est cet état naturel où tu te dis « Ah tiens, je suis déjà arrivée, je me suis même pas rendu compte du chemin que j'avais fait. » Ouais, d'accord. Après, l'hypnose telle que nous, on la pratique en tant que thérapeute, c'est une hypnose thérapeutique. Donc on va aller donner un chemin bien particulier. Comme un guide de montagne va montrer le chemin à une personne, là, il s'agit effectivement de montrer à la personne par où il faut passer dans un sentier de sa conscience pour pouvoir l'amener à déverrouiller une chose et à libérer autre chose. Beaucoup de personnes, quand on aborde le sujet de l'hypnose, voient l'hypnose de théâtre. Et en même temps, bon nombre de personnes qui n'ont pas été voir d'hypnothérapeute ont peur d'être manipulées, ont peur
que les injonctions qui soient données, eh bien qu'elle n'en ait pas conscience, et beaucoup de personnes détestent perdre le contrôle. Voilà. Or, ce que tu peux nous en dire, en tout cas, c'est que les personnes sont très conscientes. C'est ça. Donc déjà, l'hypnose, elle ne peut pas détraquer le cerveau, dans le sens où c'est elle qui vient te consulter, et après, c'est comme tout, j'ai envie de te dire, tout est question d'intention. Donc là, on est quand même dans un cadre thérapeutique. L'intention, c'est quoi? C'est d'aller mieux, c'est de s'apporter des guérisons, de la libération. Donc à partir de là, les choses sont posées, j'ai envie de te dire. Après, effectivement, l'hypnose, elle peut très bien être pratiquée pour faire une manipulation de masse, comme nous, on le voit au travers, je ne sais pas, de publicités avec les messages subliminaux qu'il y a derrière, que ça sous-tend, où tous, il faut qu'on s'achète ça, ou qu'on vive de telle et telle manière. On assiste à une hypnose de masse plutôt conséquente, et c'est là où moi j'interviens, où je me dis, mais je vais guérir le mal par le mal, et grâce à l'hypnose, je vais essayer de réveiller la belle au bois dormant, parce que les dormeurs doivent se réveiller. On voit les références musicales. Les dormeurs doivent se réveiller. Oui. Il est temps. Nous sommes dans les temps d'Apocalypse. La réincarnation, c'est un sujet qui a toujours existé. Simplement, il a été enlevé de la Bible, du Nouveau Testament. Donc, on y a fait référence, en tout cas, à cette réincarnation. Mais l'hypnose à proprement parler, je pense que tout le monde l'utilise, parce que quand tu parles, tu fais une suggestion déjà. Alors, on ne s'en rend pas compte. C'est juste d'être conscient des hypnoses à laquelle on adhère ou pas, et puis de nous-mêmes, on peut se programmer par l'hypnose, mais sans s'en rendre compte, en se disant « Ah, c'est génial, cet examen, c'est bon, j'ai la niaque, je vais le réussir ». Si déjà on imagine qu'on va le réussir, c'est qu'il y a des grandes chances que ça va être réussi. Donc c'est là où on peut se dire qu'on fait de l'auto-hypnose, mais sans s'en rendre compte. Alors les personnes sont conscientes, et le but du jeu, donc, c'est d'accompagner. Alors, est-ce qu'il s'agit de forcer la personne? Puisqu'on parle d'injonction, certains pourraient entendre à travers le mot injonction, vas-y, fais ça. Bon, ça, c'est un ordre. Hein, ok. Or, l'inconscient, parce que l'hypnose, il s'agit de parler à l'inconscient, l'inconscient et le conscient, l'un englobe l'autre, pourrait-on dire, mais les personnes, la plupart du temps, n'ont pas conscience de qui se trouve sur le devant de la scène. Parce que tu nous as dit quelque chose de très important. Plusieurs fois, tout au long de la journée, il y a notre inconscient qui prend le devant. Donc, l'injonction que tu vas pouvoir leur donner pourrait être entendue comme « elle va me donner des ordres ». Et qui dit ordre dit « ah non, mais j'ai pas envie qu'on m'oblige, et en même temps, je suis venu te voir parce que j'ai problème de tabac, de poids, d'addiction, agoraphobie ou que sais-je ». C'est ça. Donc comment moi, je vais inviter la personne. Je vais simplement l'inviter avec ma voix pour faciliter, en fin de compte, une communication avec son inconscient. Et c'est de là où moi, je jubile et je me frotte les mains parce que, enfin, j'ai accès à son inconscient. Et c'est ce qui me manquait tant pendant les soins énergétiques. C'est-à-dire que là, tout d'un coup, c'est un peu plus magique quelque part pour moi. Parce que je m'éloigne du corps. Donc il y a un confort avec ça. Et simplement par ma voix, je vais pouvoir obtenir peut-être des résultats, en tout cas que j'espère. C'est-à-dire de rendre l'autonomie totale de la personne, simplement en l'invitant et en la plongeant dans un état de transe hypnotique, en l'invitant à aller à regarder à l'intérieur d'elle-même, parce que comme nous sommes dans un monde d'interprétation, on a tous une capacité à symboliser les choses. Cette capacité, elle va, plus on a de symboles et de capacité à symboliser, plus on va pouvoir interpréter le monde. On va pouvoir interpréter ce qui nous arrive de la naissance à notre mort. Donc dans l'hypnose, on va aussi se servir de la symbolique de la personne. Alors, effectivement, on va lui montrer un petit peu comment ça marche, en lui disant par où il faut passer.
N'empêche que c'est la personne avec ses propres images et ses propres ressentis qui vont pouvoir être utilisés pour pouvoir ensuite se libérer de certaines choses. C'est là où c'est super intéressant. Parce que la personne, elle le vit, elle est complètement actrice elle-même de sa thérapie. Là. C'est plus moi qui interviens, par exemple, avec mes mains ou une énergie et une technique. Là, c'est vraiment, moi je te propose ça. Si tu veux, on y va, quoi. Et selon là où elle en est, la personne, forcément, le fait de le vivre à l'intérieur, ça va être assez puissant pour elle, puisqu'elle va pouvoir, ne serait-ce que pour un nettoyage, par exemple, énergétique, par le biais de l'hypnose, c'est une voie directe, hein, quand même. Que quand c'est moi qui enlève, je le sens. Hein, quand j'enlève une tension, par exemple, à un enfant, c'est peut-être un peu plus compliqué pour l'enfant de comprendre l'hypnose et tout ça, quoique j'ai pas encore beaucoup de recul sur la chose. Mais je trouve ça plus aidant pour lui d'en passer par un soin énergétique. Mais pour un adulte qui a cette grande capacité, normalement, grande plus ou moins selon l'individu, à s'aider lui-même, grâce à toutes ces images, de pouvoir le vivre de l'intérieur. Parce que c'est vraiment parce que lui, il a été cherché en lui que ça se fait dans l'instantané. Alors le résultat et les libérations peuvent se faire graduellement après dans le temps. Pas forcément dans l'instantané, ça dépend. Alors, il y a quelque chose qui m'interpelle. Il nous reste pas mal de choses, on arrive bientôt à la fin de cette émission. Le tabac. Je viens te voir parce que je souhaite arrêter de fumer. Donc consciemment, j'ai essayé 2-3 années de suite. Une fois c'était avec les patchs, la nicorette, et puis après j'ai essayé la cigarette électronique. Mais j'y arrive pas. Bon. Je viens te voir. Puisque tu vas parler à l'inconscient, qu'est-ce que l'inconscient a besoin d'entendre pour arrêter? Généralement, quand on a des dépendances, quelles qu'elles soient, nourriture, sport, notamment donc la cigarette ou autre, c'est qu'il y a un manque quelque part, quelque chose qu'on a besoin de combler. Ouais. Donc là, pour le coup, voilà, c'est ça. Au niveau de l'inconscient et du cerveau, ça se passe dans le cerveau. Il y a des connexions neuronales quand tu fumes, en tout cas, une association qui va dire que fumer égale plaisir. oui. Si tu arrives à inverser ça, et c'est tout le but du protocole que j'utilise, c'est que, mais fumer, c'est pas tant un plaisir que ça, parce que finalement, peut-être que le plaisir, c'est retrouver son souffle, sa liberté. Donc, c'est simplement inverser cette connexion neuronale. Et pourquoi est-ce que, j'allais dire, l'inconscient, puisque si j'entends bien tes propos, tu associes l'inconscient aux connexions neuronales. Mais qu'est-ce que tu peux dire de si particulier en état d'hypnose à la personne pour qu'elle percute? Donc, tu me disais hors antenne, sur par exemple le tabac, j'ai 85% de réussite, ce qui est énorme. Donc moi ce qui m'interpelle, c'est par exemple, on a tous plus ou moins les bonnes résolutions de début d'année. Bon, dont, par exemple, pourquoi pas, arrêter de fumer fait partie des bonnes résolutions. Mais comme je viens de te le dire, ça fait 3 ans que j'essaye, donc j'ai la volonté, entre guillemets, le désir de, l'intention de, mais je n'y arrive pas. Et pourtant, mes enfants me disent « Ah papa, tu devrais pas fumer, c'est mauvais pour toi, etc. » Oui, je le sais, ah tu tousses, tu devrais... Voilà. Bref, on peut entendre autour de soi des personnes qui ne fument pas et qui nous disent, avec beaucoup d'amour, des fois d'une manière un peu forte, « Oh t'es con, tu te salopes la santé, etc. » Bref, on peut entendre tous les raisonnements rationnels, comme quoi effectivement c'est pas bon de fumer pour On le sait. On le sait. Donc qu'est-ce qui change dans l'hypnose? Ok, mais... Je sais pas si c'est clair. C'est la personne en fait qui ressent. Déjà elle ressent un appel. Déjà à l'intérieur, je sais pas, soit la personne m'a entendu à la radio ou me regarde à une émission ou a entendu parler de moi. Et véritablement, franchement, c'est cet appel du cœur parce qu'il sait que c'est cette personne qui va pouvoir l'aider. Déjà, il y a ça. C'est-à-dire que pour moi, la thérapie, c'est ni plus ni moins une belle rencontre en fait entre les gens. Et deuxième facteur, c'est le moment.
On a tous une horloge nirvanique de vie à l'intérieur. Oui. Et il y a un moment pour tout, quoi. Donc si c'est le moment avec la personne et ça match, bon, moi j'essaie un peu de filtrer. Si la personne, par exemple, elle n'est pas totalement prête à arrêter de fumer, j'essaie de le percevoir pour pouvoir l'inviter à lui dire « Tiens, peut-être que là, tu as une autre urgence à t'occuper, va faire un peu de sophro ou quelque chose, et puis après, tu reviendras me voir. » D'accord. Effectivement, il peut y avoir des choses plus urgentes à gérer, Je comprends. et c'est pas le moment. D'accord. Alors, perte de poids, j'associais au tabac. Moi, Ouais. tu as quelque chose à dire de spécifique? C'est une addiction, le sucre, au même registre que le tabac, au même fait que de trop parler, la logorée, tu sais, les gens, t'en as qui sont insupportables parce qu'ils savent que parler, ils savent pas s'arrêter de parler. C'est une fixation au stade de l'oralité. Donc ça, c'est la psychanalyse qui parle. Il s'est passé quelque chose à une période de la vie, au moment de prendre le sein avec la mère ou du biberon. Il y a eu un stress chez le bébé, et ce qui fait que l'énergie, elle est restée fixée. Et c'est en ça où, effectivement, la notion d'inconscient, elle intervient pour aller détacher, débloquer l'énergie. Alors, tu proposes aussi l'hypnose régressive, donc aller voir dans ses vies antérieures. Alors ça peut être intéressant à bien des égards. Une ou deux questions concernant l'hypnose régressive. À quoi ça sert d'aller voir ses vies antérieures? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait une hypnose de vie antérieure, on va très souvent, généralement, vivre l'expérience de la mort dans sa vie antérieure. Donc, le fait de traverser la mort, déjà, on surmonte la peur de la mort. Si angoisse de mort il y a, eh ben ça y est, elle est libérée là pour le coup. Donc il y aurait déjà cette question-là qui est déjà pas mal. Ouais. Ensuite, j'ai envie de te dire aussi au niveau de l'âme, c'est vraiment la libération de l'âme ou récupérer des fragments. Effectivement, on entend parler qu'après la mort, l'âme peut être bloquée, soit par un sentiment de culpabilité ou autre. Là, pour le coup, ça vaudrait le coup de s'apporter un pardon ou d'arrêter avec cette culpabilité pour récupérer son énergie et pouvoir vivre plus sereinement sa vie. Après, on va pouvoir comprendre aussi ces contrats d'âme. Parce qu'avant de venir, on a passé des contrats, savoir on a choisi nos parents, on a choisi pas mal de choses. Et en fin de compte, on a des contrats qui sont incompréhensibles pour nous, puisqu'on vit quand même dans un monde où il y a beaucoup de chaos, beaucoup de désordre et de souffrance. Et on ne comprend pas pourquoi on a choisi, au fond, d'avoir des parents comme ça, ou telle vie, ou telle autre. Tel mari, tel enfant, et autres, ouais. Et ça permet de réajuster un petit peu, au moins au niveau de la compréhension, ce qui a pu se passer, pourquoi on vit ce genre de choses, et de prendre un réel détachement, un réel recul par rapport à ce qu'on vit. Alors c'est intéressant parce que je précise que, si j'ai bien compris en tout cas ce que tu proposes, c'est que généralement tu emmènes les personnes à aller visiter leur vie juste la précédente. Non, pas forcément, parce qu'en fait, la conscience, elle t'emmène là où tu as besoin d'aller. D'accord. C'est par exemple, il y a un trouble, il y a une problématique, donc on va demander la première fois où il y a eu ce trouble, cette problématique pour dans quelle vie parallèle ou antérieure. Okay. Mais bon, le plus facile pour l'âme, c'est d'aller à la précédente, c'est ce qu'elle se souvient le plus. Enfin, c'est peut-être le plus pratique. Le plus pratique. Et notamment, ce que tu m'as dit hors antenne, ce qui est intéressant, donc quand tu leur fais quitter donc leur corps de leur précédente vie, donc d'expérimenter l'après-vie, et notamment pour se confronter à la peur de la mort de cette vie-ci, et notamment pour voir les contrats d'âme, comme tu viens de le dire. Et je rajouterai un autre élément aussi, c'est sur quel est l'ordre de mission de cette vie-ci. Oui. Aussi. Qu'est-ce que j'ai à comprendre, quelle est la leçon, que reste-t-il à accomplir, qu'est-ce qui est déjà validé ou pas, qu'est-ce que mon âme est venue apprendre pour évoluer. Souvent, dans une vie, il n'y a pas plusieurs leçons, il y en a une principale qui ressort. Alors, tu m'as fait écouter avant cette émission un enregistrement. J'aimerais que tu nous racontes un peu l'histoire, parce que
elle est plus que surprenante, pour le coup. En tout cas, la charge émotionnelle dont je peux être témoin de celle à qui tu as emmené faire ce voyage est remarquable. Alors je te laisse le soin de nous raconter ça. C'est ça. Alors c'est une personne qui vit en Espagne, qui éprouve le besoin de venir faire une hypnose régressive avec moi. Donc on prend un rendez-vous, le jour J elle arrive. Et là, en fait, on en passe par la vie in utero. C'est une possibilité qui n'est pas obligatoire. Mais avant d'aller dans sa vie antérieure, elle retourne donc dans le ventre de sa mère. Là, on s'aperçoit que c'est pas très confortable. Le cou est gêné, donc je sais qu'on va pas trop durer là-dedans. Elle a simplement le temps de savoir que son âme a rejoint le fœtus à l'âge de 3 mois. Alors, plus l'âme prend son temps pour venir, moins elle a envie de venir. Hein. Ça, c'est juste une petite parenthèse. Et ensuite, elle va dans une vie antérieure où elle se reconnaît en tant que jeune femme. Elle a 3 enfants. Elle a dans la vingtaine, entre la vingtaine et la trentaine, et elle a un mari. À cela, je lui demande qu'elle regarde bien dans les yeux de son mari de cette vie antérieure si elle le reconnaît dans cette vie-là. Effectivement, elle le reconnaît. Elle reconnaît un ancien compagnon qu'elle a eu avec qui ça a été très fort. Et d'ailleurs, quand elle est venue vers moi, elle voulait savoir cette relation pour elle comprendre le lien karmique. Pour elle, c'était sûr, c'était karmique. Donc très bien. Ensuite, elle confirme qu'elle a bien 3 enfants parce que je la fais continuer dans cette vie-là. Et là, tristesse, elle se met à pleurer. Elle s'aperçoit que son mari, avec qui elle était très heureuse dans sa vie antérieure, décède avant elle. Et elle est vraiment très affectée par ça. Et puis, c'est compliqué pour elle parce que il s'aime, elle me dit, on s'aime comme des fous, je ne comprends pas. Donc la vie continue de s'écouler plus ou moins tranquillement, il n'y a pas d'autres événements importants à signaler. Je l'amène donc jusqu'à cette expérience de la mort. De là, elle quitte son corps, elle monte vers la lumière, tout est beau, tout est clair. Elle ressent des présences, ces présences ne disent rien, elle ne parle pas. Et puis ensuite, je l'invite à se connecter à sa conscience supérieure, moi c'est ce que j'appelle l'âme, pour répondre à quelques questions qu'elle avait envie d'aborder pour sa séance. Donc à partir de là, on revient sur le sujet de ce compagnon. Donc ce qu'elle avait à apprendre, c'était de s'aimer elle-même. Et d'une voix un peu plus basse, elle me dit, c'est peut-être pas la peine de se marier. Et puis ensuite, elle avait aussi posé la question par rapport à son fils qu'elle n'avait pas vu depuis 8 ans. Pourquoi il s'était éloigné d'elle, elle n'avait pas bien compris. Et lors de cette séance, elle lui a demandé, elle lui a exprimé son envie de le revoir. Et elle a demandé également par rapport à une amie, donc cette relation, ce que c'était par rapport à elle, et ainsi de suite. Donc, elle a pas mal de réponses à ces questions, la séance continue, et puis de temps en temps, ça commence par « je ressens une pression dans mon ventre ». Je dis « oui, ça doit palpiter là, assez fort ». Elle me dit « oui, je sens quelque chose, mais c'est lourdissime ». Je dis « ah bon ?» Alors je continue quand même dans mes questions, « alors qu'est-ce que vous aviez à accomplir dans cette vie ?» Donc elle nous parle de son parcours d'infirmière, qu'elle a été tellement heureuse de revêtir pour la première fois de sa vie son uniforme qu'elle allait sauver le monde. Et puis là, elle voit que ça lui a apporté énormément de joie parce qu'elle était réellement dans sa mission d'âme, pour le coup. Et elle a soigné beaucoup de gens, donc ça l'a fait pleurer de voir aussi beaucoup de gens qu'elle a pu aussi aider comme ça. D'autant que la particularité de cette séance, c'est qu'elle était infirmière dans cette vie actuelle, mais aussi dans la vie qu'elle a revue dans sa vie antérieure, qui se passait en début 1900. En France. En France. Donc elle a continué à décrire sa vie d'infirmière comme quoi ça l'avait remplie de joie et ça avait été bien accompli. Et puis, elle me dit, je lui demande, que reste-t-il à accomplir ? Dans cette vie-ci, ouais. C'est ça, dans cette vie-là.
Et à cela, elle me répond, déjà, il y a un long silence. En principe, c'est quelqu'un qui n'a pas de difficulté à rentrer dans l'hypnose et qui répond du tac au tac, comme une discussion normale, j'ai envie de te dire. Et là, il y a un long silence. Et ensuite, elle me dit, mais j'ai l'impression qu'il y a un enfant à naître. Elle me dit, pourtant, je ne comprends pas parce que j'ai jamais empêché la vie. Et puis, elle me dit, ah, mais c'est peut-être moi qui dois renaître au niveau symbolique. Alors moi, je vibre de tous les côtés. Je lui dis, oui, oui, c'est ça, je ressens que c'est bien ça. Et puis là, une énergie grandit à l'intérieur d'elle. Ça commence à être de plus en plus fort. Et elle dit, ah, mais là, je vais venir. Alors, comme un accouchement, je lui attrape la main et je lui dis, allez-y, je suis là, on y va. Et pareil qu'un accouchement, elle dit, ça y est, je viens. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est beau, mais c'est incroyable, mais vous vous rendez pas compte. Elle me dit, vous me permettez que je m'accueille? Je lui dis, mais bien évidemment, je vous rends votre main. Et ensuite, donc par le bas, elle accueille son énergie, son âme. Et puis, je vois ses mains qui partent vers le haut de sa tête, comme ça, et elle me dit, ah, ça y est, c'est mon âme que j'ai dans mes mains, on est ensemble. Alors là, il y a vraiment une émotion incroyable. Tout du long, hein, dès le moment où elle dit, ah, c'est beau, c'est magnifique, on sent qu'il y a une émotion, elle dit, mais vous vous rendez pas compte, enfin, c'est vraiment très impressionnant de voir que durant la phase où elle parle de sa vie antérieure, voilà, elle raconte, normal, et dès le moment où elle est dans l'après-vie, où elle est face à elle-même, une émotion qui est tellement forte que moi je pleure avec elle. Ah, je ne peux pas m'empêcher ma voix tremblote, j'ai du mal à contenir mes larmes. Alors ce qui est très intéressant par rapport à cet exemple dont tu nous parles, c'est que cette infirmière qui vient te voir, qui est française vivant en Espagne, c'est ça. Est très contrôlante. Oui. Et qu'elle te le dit d'ailleurs. Elle me prévient. Ce qui t'invite à mettre un cadre et à être assez ferme avec pas trop de rapprochement dans l'intimité, j'allais dire, entre toi et elle. Pas de copinage possible. Pour pouvoir la mener, là, on a besoin d'aller. Voilà, c'est ça. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que c'est une femme qui, de par son métier, a l'habitude que les choses soient... Il en va de la vie des gens, quoi. Donc, très carré. Et qui aiment bien les choses qui sont à leur place. Oui, oui. Or là, pour le coup, il y a une ouverture, un lâcher-prise, quelque chose d'énorme qui s'ouvre à elle. Et elle est submergée littéralement par cette émotion, qui est très communicante quand on écoute l'extrait. Cette séance a eu lieu début août. Oui. On est au moment où on enregistre cette émission, début décembre, pardon. Qu'est-ce qu'il en est arrivé à cette femme depuis dans sa vie? Déjà, on s'est rendu compte toutes les deux qu'elle avait pris un rendez-vous le jour de la transfiguration, quand même, c'est pas rien. Le 6 août, oui. Alors, les nouvelles, elle m'a appelée au bout d'un moment pour me dire merci. Elle me dit tous les jours, je remercie. Depuis cette séance, je vais bien. C'est comme si elle était renée à elle-même. Elle a revu sa fille en Belgique. Et la chose à laquelle elle ne s'attendait pas, c'est que ses deux enfants lui ont fait la surprise. C'est-à-dire qu'elle a revu son fils là-bas, qu'elle n'avait pas revu depuis 8 ans. Donc là, ça a été gigantesque pour elle. Et également, elle a fait une rencontre tout à fait magique dans la ville dans laquelle elle habite, avec un homme. Et ça, c'était aussi quelque chose qu'elle attendait, je pense, depuis longtemps, de pouvoir vivre cet amour. Donc, que des bonnes nouvelles et en plus des choses très positives, peu de temps après la séance, en fin de compte, qui arrivent. Voilà pour ce qui est à mon sens, un exemple qui est assez révélateur. Juste, parce que là on a bien dépassé le temps, Paola, l'hypnose humaniste, au regard de ce dont on vient de parler avec l'hypnose régressive,
Où est-ce que tu situes la différence? Qu'est-ce qu'il est intéressant quand quelqu'un vient te voir en disant voilà, je voudrais opérer avec vous une hypnose humaniste, ça serait pour aborder quel sujet? De quoi on parle? Qu'est-ce que ça permettrait en quoi ça permettrait d'aider la personne? L'hypnose humaniste, elle a un champ d'application extrêmement vaste. Ça peut être très bien voir au niveau de la confiance, de l'estime de soi, que de réussir à un examen, d'enlever une pathologie ou plutôt de soulager une douleur psychologique. Ça va agir sur les différents plans de l'être. Et vraiment, je ne vois pas pour quelle raison, justement, on ne ferait pas au moins un essai d'une hypnose humaniste, pour quel que soit le problème. D'accord. C'est très large. Alors, quelqu'un dans cette vie présente qui aurait des mémoires transgénérationnelles, par exemple, Oui. et que ces mémoires transgénérationnelles induisent des comportements, j'allais dire, conditionnés dans leur vie, avec notamment, je sais pas, des problèmes en rapport avec l'autorité ou avec, je sais pas, le rapport à l'argent ou le fait d'être tout le temps triste, même si on a eu une enfance heureuse, etc. Enfin, bref. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux voir dans les vies antérieures là où se trouve l'origine du problème, ou est-ce que tu fais vraiment une distinction avec l'hypnose humaniste pour peut-être régler ce genre de choses? Alors, tout dépend de la personne. Si elle a une prédisposition à comprendre le processus de la réincarnation, c'est peut-être plus intéressant pour elle d'y aller. Si elle fait un petit blocage par rapport à ça et que ça ne fait pas partie de sa réalité, alors d'autant plus on va utiliser l'hypnose humaniste, parce que les deux se rapprochent. En fin de compte, on est sur l'inconscient, on est quand même sur l'âme. Donc à partir de là, la personne, c'est elle qui va choisir d'elle-même ce qui est le mieux pour elle. Je comprends. Si ça lui parle mieux la régressive, ça c'est en plus la régressive. C'est par exemple, tu vas faire une séance d'hypnose régressive, en général, tu en fais une ou deux dans toute ta vie. Après, il y a des personnes qui sont venues en faire une fois avec moi et qui désirent approfondir. Donc à ce moment-là, hop, on bascule comme une hypnose humaniste, en tout cas en termes de tarifs, en termes de durée et tout, puisque la personne a l'habitude, donc elle y va plus directement, c'est de plus en plus facile pour elle et ses perceptions s'affinent. Et à partir de là, il est tout à fait possible d'avoir un suivi thérapeutique régressif sur quelques séances, ça peut durer 1 an, 2 ans, pourquoi pas. Je suis sur Paris, je souhaite faire une hypnose avec toi, sachant que tu es à Perpignan, est-ce que je dois me déplacer? Pour l'instant, oui, mais pas forcément, ça dépend. Tu peux te déplacer? Ça peut. Ça peut, parce que comme je suis amenée à bouger et tout, donc on peut peut-être joindre l'utile à l'agréable. Ouais. D'accord, donc en fait, si j'entends tes propos, si en Ile-de-France il y a, je sais pas, une dizaine de personnes qui souhaitent te consulter, voilà, tu peux... on s'arrange pour qu'à une période, moi je sois sur place, si Bien c'est sûr. mieux pour tout le monde, on va s'arranger. Ouais. Bien sûr. Voilà, donc avec nous Paola Roy. Je rappelle son site internet www.hypnose-spirituelle-perpignan.fr. Tout ça au singulier, hypnose spirituelle, donc spirituelle 2 LE, et le tiret, c'est la touche 6 de votre clavier. Paola, un grand merci pour être venue de Perpignan, nous amener du soleil ici, ça nous fait du bien. Je ne peux que te souhaiter plein de bonnes choses pour la suite, pour ton ouverture. En tout cas, je préciserai que sur le site, on a tous les différents éléments, mais que tu proposes conjointement, complémentairement, que ça soit les soins énergétiques, que ça soit l'hypnose, que ça soit la numérologie, en fonction de la demande ou des demandes des personnes. Tu vois avec elle. En plus, la psychanalyse, quand même, c'est une bonne entrée en matière pour pouvoir savoir ce qui serait le plus opportun pour elle en fonction de leurs problématiques. Donc, je vous invite tous à ne pas hésiter à la contacter. Elle pourra vous aider au mieux, tout simplement. Vous souhaitez en savoir plus, vous avez sous la vidéo, si vous êtes sur YouTube, le lien, vous cliquez, vous arrivez sur la page d'immédiat consacrée à Paola Roy. Vous avez toutes les informations, à savoir son site internet, le numéro de téléphone, sa page Facebook, son email. Donc n'hésitez pas à la contacter. Vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager. Un pouce vers le haut, un pouce vers le bas. Laissez un commentaire, que ce soit sur le site d'immédiat consacré à cette interview ou alors sous YouTube. Et puis si vous appréciez notre travail, n'hésitez pas là aussi à faire une petite donation en fonction de vos moyens. En vous remerciant, prenez soin de vous. Au mois prochain. Paola, au revoir à toi. Un grand merci.
Au Au revoir. revoir.